Quelle jeunesse, quel amour de la vie, quelle chanson, quel artiste. Charles Dumont est avec nous. Charles, évidemment, quand on vous voit, on pense à tant de chansons et on pense à un titre, c'est une chanson. Une chanson, évidemment, c'est presque tout le symbole de votre vie. 3 fois rien. Pour 3 fois rien. C'est 3 fois rien. Une chanson, c'est 3 fois rien, mais c'est tout. Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait plus de chansons? Oui, mais quand vous avez chanté ça, vous vous êtes dit, au fond, c'est l'histoire de ma vie. Absolument. C'était le bilan de l'époque. C'était le bilan avant Piaf. Hein. Oui. Cette chanson a eu beaucoup de succès parce que à l'époque, la directrice des programmes avait aimé cette chanson. Elle l'a beaucoup passée sur une chaîne de l'époque. Et ça a eu beaucoup de succès. Oui, une chanson, tiens. C'est 3 fois rien. Oui, 3 fois rien. Charles Dumont est avec nous. Ça dure à peine une saison, une chanson. C'est merveilleux, Charles, parce que oui, votre vie, la chanson, on va quand même dire, vous n'étiez pas forcément fait pour ça au départ. Oui, vous savez, je crois que j'étais gamin, j'étais amoureux fou, j'étais amoureux fou de Charles Trenet, de Jean Sablon. Et je crois que j'ai fait mes premières chansons, je dois avoir 12 ans. Oui, 12 ans. Oui, vous aviez 12 ans. déjà des mots, Oui. parce qu'on pense aux chansons d'amour. Vous aviez déjà des mots d'amour à écrire. Ouais, enfin, oui. C'est très amusant parce que j'étais pas du tout dans la période où on fréquentait des dames ou des personnes du sexe féminin, mais j'aimais bien les sentiments, quoi. Et je me rappelle, j'avais 12-13 ans, j'ai fait des chansons sentimentales. Tout de suite, tout de suite. Il y a quand même un truc, Charles, on va évidemment écouter toutes ces chansons, on va réentendre des choses absolument merveilleuses de votre carrière immense. Mais je voudrais qu'on écoute ça. C'est un document, on est en 1961, c'était donc il y a 62 ans. Écoutez, juste écoutez. De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Vous étiez là dans la salle, Charles, quand Edith crée cette chanson, votre chanson, la chanson de votre vie. Oui, attention, elle a apporté beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait une chanson, elle a fait un succès. Oui. Parce que quand vous savez, depuis, il y a 1000 personnes qui l'ont chantée et qui la chantent. Mais quand je l'entends, elle, je suis ému comme la première fois. Parce que c'est le miracle Piaf. Cette vérité, cet absolu, cette certitude dans ce qu'elle disait, elle est irremplaçable. Oui, irremplaçable, mais quand je dis l'émotion, c'est que là on entendait, c'est un enregistrement public, on est à l'Olympia, et là vous entendez ce miracle. Ah, mais je veux dire que quand elle a fait un récital en 61, elle a chanté beaucoup de chansons à moi. Je crois que j'ai pleuré pendant tout le récital. Ah oui. Ah oui, c'était trop. C'était trop. Vous savez, on n'est pas comme ça reconnu 60 ans après sa mort. Dans le monde entier, on connaît encore Edith Piaf. Je ne connais pas beaucoup d'artistes françaises, en tout cas, qui soient dans le monde entier. Vous allez aux États-Unis, j'étais il n'y a pas si longtemps, et j'ai vu une photo de Piaf chez un marchand de disques. C'est fou, hein. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Elle nous aura quittés en 1962. En octobre 62, ça va faire 60 ans.
60 ans. Quand même, vous vous imaginez, vous arrivez à vous rendre compte de ça? Ah, non, mais merci. Merci d'avoir été cette femme extraordinaire qu'elle a été. Je ne pourrai jamais payer la dette que je lui dois. Parce que la dette affective qu'elle m'a apportée, ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, dans toute ma vie, parce qu'aujourd'hui, si j'ai la chance d'être parmi vous, c'est aussi encore grâce à elle. Et cette bénédiction Édith Piaf m'a permis de traverser ma vie jusqu'à aujourd'hui avec l'estime de pratiquement tous les gens avec qui j'ai travaillé. Merci encore, merci Édith. Oui, écoutez, là, encore sur scène, la voix. De Michel Beaucaire et Charles Dumont, Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour. C'est absolument fabuleux, Charles. Encore aujourd'hui. Oui. Mais vous savez, il faut dire aussi que quand elle chante Mon Dieu, elle ne chante pas une chanson, elle fait une prière. Parce qu'elle était croyante. Vous savez, je l'ai entendu dire dans une interview, moi la mort, ça ne me fait pas peur. Parce que je sais que là-bas, c'est très bien. Elle avait la foi. Et c'est pour ça que quand elle chante Mon Dieu, elle s'adresse directement au grand patron, quoi. Ce n'est pas une chanson, c'est une prière, Ouais. une vraie prière. Vous rencontrez cette femme que vous admiriez, mais qui ne voulait pas de vous au début, qui ne voulait pas de vos chansons. Elle ne Écoutez, voulait pas. Quand j'ai fait la musique de Non, je regrette rien, j'étais un jeune compositeur fauché comme les blés, et j'étais en colère. Je me suis mis au piano, j'ai tapé sur mon piano, j'ai fait une musique. Et là, j'ai appelé Cora Beaucaire, une sublime chanson de l'époque, Oui. une chanteuse de cette chanson, vraiment délicieuse, une femme exquise. Et son mari était un grand auteur, Michel Beaucaire. J'appelle Cora Beaucaire, je lui dis, j'ai fait une musique, est-ce que Michel vous ferait des paroles? J'étais un jeune compositeur, hein. Lui c'était déjà un grand auteur. Il est venu me voir, il me dit oui ça me plaît. Il est reparti chez lui, il m'a appelé une petite semaine après en me disant bon j'ai fait les paroles sur votre chanson. J'ai dit ah oui merci monsieur Beaucaire, oui. Et comment ça s'appelle? Il me dit ça s'appelle Je ne regrette rien. Ah j'ai dit j'aime pas. Ah vous aviez du nez, hein? Oui. Bon, il me dit bon mais ça fait rien. Je dis j'aime pas, mais je lui dis pas. Bien. Quelques jours après, il m'appelle et il me dit vous savez, avec la chanson Je regrette rien, j'ai rendez-vous avec Édith Piaf. Alors je lui dis ah bon? Oui. Mais j'ai dit moi, je veux pas y aller. Je veux pas voir Piaf. J'avais fait 2-3 chansons pour elle, elle m'avait jeté chaque fois comme quantité négligeable. Non, je veux pas y aller. Il me dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de ne pas y aller. C'est la plus grande chanteuse de l'époque, il faut y aller. Bon, pour faire plaisir à Michel Beaucaire, je vais 63 boulevard Lannes, chez Édith. Là, on ouvre là, on sonne chez Édith, c'est la femme de ménage, la femme de sa secrétaire qui vient, qui ouvre la porte, qui fait « Ah, qu'est-ce que vous faites là ?» Michel Beaucaire dit on vient pour le rendez-vous que nous a donné Édith. Elle dit ah non mais elle ne peut pas vous recevoir, elle est fatiguée. Et alors Édith ne va pas être très loin. Elle a entendu. Elle dit puisqu'ils sont là, laisse-les rentrer. Et on est rentré dans l'appartement d'Édith. Et là, elle a salué Michel Beaucaire qui était un auteur notoire. Et moi, elle m'a fait un petit coup de tête. Entendu, je vous connais pas.
Et j'ai joué ma chanson une première fois. Bon, vous ne voulez pas me la rejouer, hein, j'ai rejoué la chanson, toujours en colère. J'avais 29 ans. Hein. Toujours très, très... Et quand j'ai fini la deuxième fois de jouer la chanson, elle me dit « Jeune homme », elle se tourne vers moi. Et cette femme qui, indiscutablement, je lui plaisais pas. Je n'étais pas son style. Et je me retourne vers elle quand la seconde fois, et c'est plus la même femme. C'est plus la même femme. Elle est souriante, elle me regarde plutôt avec sympathie, et elle me dit « Jeune homme, vous inquiétez pas, cette chanson, elle fera le tour du monde. » Ouais, incroyable, incroyable histoire. Et de ce jour-là, on ne s'est pas quitté. Je lui ai écrit une trentaine de chansons avant qu'elle ne nous quitte. Ouais. Mais jusqu'à la fin de sa vie, j'ai fait des chansons pour elle, Ouais. au moins une trentaine. Écoutez, ce duo avec elle, Charles Dumont et Édith Piaf. C'est sûr qu'ils pleureront. Quand Ils écouteront les mots d'amour que tu disais. Ils entendront ta voix d'amour quand tu m'aimais. les amants, Ouais, les amants. Alors les paroles sont d'Édith Piaf. Hein. Ouais. C'est des paroles magnifiques. L'idée de faire une seconde voix, c'est une idée d'Édith Piaf. C'est même pas l'orchestrateur qui... C'est une idée d'Édith. Et quand je lui ai montré les amants, elle m'a dit, j'ai dit, mais c'est une chanson pour deux personnes. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais avec qui vous voulez la chanter? Elle me dit, avec vous. Oh, j'ai dit non. Oui, à la fin de ma collaboration avec elle, on se tutoyait, mais au début, on se voyait. Avec vous? Oh, je lui dis, oh, non, moi, je ne veux pas chanter. Hein. J'ai pas le physique, j'ai pas la voix, j'ai pas envie. Ça a duré 2-3 jours. Le troisième jour, elle me dit, bon, alors, pour les amants, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez plus chanter? Je dis, non, je veux pas chanter. Alors écoute, si vous voulez pas chanter, la porte est là, vous pouvez partir. On arrête là notre collaboration. Je suis pas parti. Vous avez bien fait, Je Charles. suis pas parti. Mais, Je oui. suis resté, j'ai écrit 30 chansons jusqu'à sa mort. Ouais, Jusqu'à jusqu'à la dernière minute de sa vie. Oui, jusqu'à la fin, Bobino, 1962. Et là, il y a effectivement une relation qui se crée avec elle, qui est quand même très forte, Charles. C'est une amitié amoureuse, c'est quoi? Qu'est-ce qui Alors, vous unit? Parce que beaucoup de gens pensent que vous avez été, comme la chanson le dit, beaucoup pensent que vous avez été son amant. Mais je dis ça. Oui, mais je comprends. Je comprends que ça plus les mauvais, ça plus le côté mesquin des mauvaises langues. Mais laissons ce côté-là. Aussi, d'une façon générale, on confond aimer et amour. On peut aimer sans être amoureux. On peut aimer parce qu'on estime, parce que on doit X, Y, Z, mais ça ne veut pas dire... Bon, et je vais même plus loin. On peut aimer et quelque part avoir un sentiment amoureux. Oui, c'était le cas avec Édith. Mais de l'amour qui passe par le mot aimer au lit, il y a un abîme. Oui, Il y a un abîme. c'est pour être le sujet d'une de vos chansons, ça. Il y a un abîme. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne se borne pas à la sexualité. Oui, même si Édith avait beaucoup d'amants, ça c'est vrai. Oui, mais alors là aussi, on va lever une option, si vous permettez, pour les gens qui nous entendent. Édith a eu pas mal d'hommes dans sa vie, mais moi donc j'étais là. Pour les derniers en tout cas, pour les 2-3 derniers, j'étais là. Je peux vous dire que tout ce que j'ai vu autour d'elle, c'était des piques-assiettes. C'était des gens qui étaient là. Non pas parce que c'était une vampe
ou pour le sexuel, c'est parce qu'elle était la plus grande chanteuse de son temps, Oui. qu'elle bouleversait tout le monde, qu'elle était adorée, qu'elle était très aisée financièrement et qu'elle était généreuse. Elle avait une cour, quoi. C'est ça, au fond, C'était la autour cour. d'elle. C'était Mais la cour. elle aimait ça, Et alors peut-être. après, elle a eu... Ce n'était qu'une femme. Hein? Bon, après, elle a eu la faiblesse avec peut-être 2 ou 3 de les croire. Peut-être. Je veux le croire. Je pense que pour 2 ou 3, elle les a vraiment aimés parce qu'ils étaient ou beaux garçons, ou gentils, ou qui lui apportaient quelque chose, mais quelque chose qu'on partage quand on couche avec. Oui. Moi, j'étais marié, j'avais des enfants tout petits, j'adorais ma femme. Le contact que j'ai eu avec elle, c'était vraiment, je peux dire franchement, aujourd'hui encore, j'aime beaucoup, beaucoup Édith Piaf. Je lui dois tout, je lui dois toute ma carrière. Donc comment ferais-je pour ne pas l'aimer? Donc je l'aime, mais je peux vous affirmer que jamais, au grand jamais, je n'ai pensé avec elle de partager une chambre. Mais au-delà de ça, Charles, elle avait besoin d'amour, elle manquait d'amour, Oui, Edith. C'est son enfance, c'était quoi? Il y avait une blessure éternelle en elle. Mais je peux vous dire, il m'est arrivé pendant l'époque où je l'ai connue, les 3 ans où je l'ai connue, que, par exemple, un soir de Noël, et c'était déjà l'immense Piaf, hein, j'ai quitté ma femme et mes enfants pour aller lui dire un joyeux Noël. Elle était toute seule le soir de Noël. Bon, il y avait Daniel Bonnel, il y avait son chauffeur, mais elle, il n'y avait personne le soir de Noël. Ouais. Si j'étais pas venu, il n'y avait personne qui voyait Edith, joyeux Noël. Ouais. Non, elle était très très seule. Alors, il faut dire aussi qu'elle était difficile. Elle avait un caractère, Oui. quand même. Elle n'aimait pas beaucoup les histoires grivoises et tout ça, les blagues qui étaient douteuses. Et puis quand elle n'aimait pas, elle ne savait pas le cacher. Elle disait ce qu'elle pensait. Quand elle n'aimait pas, elle rompait. Elle rompait carrément. Elle jetait les... Bon. Alors, bon, moi, qui j'ai connu Moustaki, j'ai connu qui était un garçon adorable. Et d'un amant sincère de Edith Moustaki. Et puis il était jeune. Bon, j'ai connu Sarapo. Son dernier mari. Mais Théo Sarapo, je l'ai bien connu parce que alors il avait 20 ans. Elle en avait le double. Bon. Et puis c'était pas une vampe. Hein, bon. Mais Sarapo, c'était un amour de garçon. Il était gentil avec elle. C'était comme un grand-fils. Et après, avec un courage extraordinaire d'une femme, justement, qui a toujours été seule. Elle a eu le courage, dans sa lucidité, au sommet de sa gloire, de se marier avec un gamin. Aux yeux et à la face du monde. Parce que tout le monde le critiquait, ça. Tout le monde disait qu'est-ce qu'il fait avec elle, c'est par intérêt. Oui. Mais alors, écoutez, alors, soyons gentils. Elle n'avait pas besoin d'argent, elle n'avait pas besoin de rien du tout, sinon de ne pas être seule. Il était gentil, il était beau. Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'il a eu une vraie passion pour Edith. Et il était très content quand elle lui a proposé de se marier. Et elle a eu le courage de faire ça. Mais c'était un coup de bluff extraordinaire. Et puis, une telle insulte, justement, au qu'en dira-t-on. Oui, elle s'en fichait de ce qu'on disait d'elle. Voilà. De dire, écoutez-moi, quand j'aime, j'aime. Voilà. Et puis, je suis capable d'aimer, même l'invraisemblable. Parce que je suis capable de donner. Oui. Voilà. Et de donner... il suffit que j'aime. Et si j'aime, je donne. Bon, il y a des quantités de gens qui aiment s'ils tirent du profit, mais ce n'était pas son cas. Oui. Non. Mais tout ce public qui allait la voir à la fin de sa vie en se disant ça sera la dernière fois, elle va s'écrouler sur scène, elle va mourir sur scène.
C'était terrible, la fin de sa vie. C'était la femme la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan social. Elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Elle aimait son public passionnément. Jamais elle aurait chanté pour son public comme elle a chanté jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'épuisement le plus total. Oui, oui. Si elle les avait pas, Mais si oui. elle les avait pas aimés. Mais elle était jeune pourtant, Charles. On aurait dit une vieille femme. Elle était détruite par la vie. Elle a eu une enfance épouvantable. Après, elle a eu une adolescence absolument mauvaise. Après, elle a eu un début de carrière difficile. Et après, elle est devenue la grande Édith. Bon, elle a souffert. Elle a perdu une enfant. Elle a eu une fille. Oui. Elle en parlait de ça. Elle vous en parlait parfois de tout ça, Charles. Une fois, elle en a parlé. De Marcel Cerdan et la petite fille, une fois. Bon. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit là-dessus? Que c'était le plus gros chagrin de sa vie. Elle dit qu'elle avait souffert le martyre. Quand vous perdez un enfant parce que vous ne pouvez pas le soigner, parce que vous n'avez pas de sous, parce que vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce qui peut arriver de pire à une jeune femme? Ouais. Donc elle a vécu ça. Et Marcel Cerdan aussi. Et Marcel Cerdan, oui. elle avait le sentiment de culpabilité. Tout le monde sait, ou peut-être que certains de vos auditeurs, de spectateurs, auditeurs ne savent pas, c'est que Marcel Cerdan, c'était le grand amour de sa vie. Vous savez, elle parlait de lui avec la voix qui chagrinait, avec l'amour d'une femme qui a aimé passionnément. Elle a aimé passionnément Marcel Cerdan. Et elle se reprochait, tout le monde sait, ou beaucoup de gens savent, que Marcel Cerdan a pris l'avion pour arriver plus vite à un rendez-vous. Elle lui a dit, et ils se sont téléphonés, elle lui a dit « Viens vite, tu me manques, viens vite ». Et Marcel Cerdan, du coup, il a sauté dans un avion. Et cet avion est tombé. Ouais. Et pour elle, c'était presque sa faute. Elle portait ça comme un fardeau terrible, en disant « Mais si je ne lui avais pas dit de venir, il ne serait peut-être pas tombé ». Donc elle a eu des chagrins épouvantables. Et à travers ça, elle a chanté l'amour on ne peut pas chanter la passion comme elle l'a chanté si on ne l'est pas. On ne peut pas tricher. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de M. Socrate ou de M. Platon? Parce qu'ils ont dit la vérité. Et puis, pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle a dit la vérité. Elle a chanté la vérité. Elle a chanté ce que restera toujours la vérité Piaf. Ouais. Et vous écoutez un disque, c'est pas du bidon, c'est Piaf. Ouais. 1963, vous allez boulevard Lannes pour la dernière fois, elle est morte. Ça va être un deuil national en France. C'était affreux. Vous vous souvenez de ce jour-là? C'était affreux. Moi, je suis allé, je l'ai appris, j'étais en voiture quand je l'ai appris. Moi, je ne savais pas. J'ai su qu'elle était morte à Paris. Alors on a dit, oui, mais évidemment, vous étiez fâché avec elle. Non, c'est pas vrai. La dernière chanson que j'ai écrite, c'est une chanson avec Jacques Brel. Et le lendemain, après l'avoir écrite avec Jacques Brel, j'ai appelé Edith au téléphone. Pour dire, Edith, j'ai fait une chanson pour vous avec Jacques Brel. Ah, c'est super, je viens vous la montrer. Et elle m'a dit, ah non, je suis trop malade, non, chante-la moi au téléphone. Alors, je la lui ai chanté au téléphone, elle a dit, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Dès que je rentre à Paris, je te promets, je fais le disque. Malheureusement, elle est rentrée à Paris, mais morte. Ouais. Donc, je n'ai jamais été fâché avec elle, je n'ai jamais été son amant, mais c'est quand même la femme la plus importante sur le plan humain qui a traversé mon confort humain. Parce que tout ce que je fais, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu écrire, il y a toujours la référence Édith. Hein? Ouais. Même si j'écris le contraire de ce qu'elle était. Parce que c'est elle qui a dit que j'avais du talent. Mais avant elle,
j'ai connu des gens qui ne m'aimaient pas du tout. Mais la chanson avec Brel, pour elle, ça s'appelait « Je m'en remets à toi ». Oui, alors là, Ouais. c'est la chanson la plus amusante du monde. Parce que, donc, j'ai une conviction qui consiste à dire une chanson, c'est comme une histoire d'amour. Vous n'êtes amoureux que quand vous pouvez partager cet amour. C'est quand il y a l'autre. Quand vous partagez, c'est l'amour, le partage. Et une chanson, c'est pareil. Une chanson, vous faites une chanson, elle est à vous, oui, mais elle ne devient un succès que le jour où elle rencontre son interprète. C'est quand elle rencontre son interprète qu'elle devient un succès. Sinon, elle est jamais... Alors, je m'en remets à toi. J'ai 20 disques de Je m'en remets à toi. Bon, pas mal. Mais il en manque un. Ouais, c'est Édith Piaf. C'est moi qui ai dit Piaf. Ouais, ouais. Mais Et en c'était plus- Brel. C'était Brel. Brel était heureux que cette chanson puisse être, ben, on de l'a faire fait. une chanson pour Piaf. On l'a fait dans une boîte autour d'un verre. Ah oui. Oui, oui. J'étais dans une boîte où il y avait une dame qui me plaisait beaucoup et qui était une amie. Et Brel était au bar. Et je suis allé au bar pour dire bonsoir à cette amie. Et Brel était au bar, à Marseille. Et bon, je l'avais rencontré avant parce que quand il n'était pas encore une grande star, il chantait à l'échelle de Jacob, rue Jacob. Et bon, donc je l'avais connu bien avant qu'il soit une star. Donc on était se tutoyer. Alors, je bois un verre là, puis j'avais rendez-vous. Bon, je dis je m'en vais, et j'avais rendez-vous chez Edith. Et au moment de sortir, je dis à Brel, tu sais, il faudra qu'un jour on fasse une chanson à Edith. Et j'étais presque sur le pas de la porte pour sortir de la boîte. Et il me dit, mais viens. Je suis allé au bar. Alors, reprendre un autre verre, alors, si j'ai bien compris. Hein. Je suis revenu au bar. Et là, il a pris le carnet du barman, le crayon, et il a écrit. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps. Je ne sais pas, parce que pour moi, c'est un... Bon, enfin, en tout cas, il a écrit, il m'a tendu le carnet du barman, il m'a dit, tiens, voilà l'idée d'une chanson pour Edith. Alors, j'ai lu les paroles, et j'ai dit, c'est formidable. Je suis allé sur un vieux piano qui était dans le coin, qui était un vieux piano de bar qui avait fait toutes les guerres. J'ai tapé 3 notes, et c'est là où j'ai appelé Edith, et qui m'a dit, non, je ne peux pas te recevoir parce que je suis pas bien, mais chante-la-moi au téléphone. Ouais. Donc je la lui ai chantée au téléphone. Elle m'a dit, ça m'a plu beaucoup. Et cette chanson a été chantée beaucoup, beaucoup, mais elle n'a jamais trouvé son interprète. Et voilà. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est incroyable. Cette chanson, qui est une chanson avec des paroles de Jacques Brel merveilleuses, une musique assez réussie, qui a été chantée par quelques chanteuses de qualité. Il m'a fallu arriver presque à mon âge, il y a 4-5 ans, pour me rendre compte que je me trompais. Cette chanson, en réalité, c'est pas une chanson, c'est un duo. C'est une chanson qu'il faut chanter à 2. Et donc, si on la chante tout seul, ou toute seule, ça ne veut rien dire. C'est un homme qui dit « je m'en remets à toi », et l'autre après qui dit « je m'en remets à toi ». C'est comme s'il y avait un dialogue avec Piaf à distance, Charles. Allez, comme présente, Charles. Le disque là, voilà, ça c'est le dernier album de Charles Dumont. On va entendre encore des voix. Vous avez écrit encore pour tellement de gens. Tiens, on va en entendre une là, une chanteuse qu'on aime. Alors, parfois, vous écriviez vos premières chansons pour d'autres avec des pseudos, hein, Charles? Rarement, seulement quand on me le demandait. Oui. Tcha, tcha, tcha. Monsieur le juge, si je suis là, c'est au métro, c'est Babylone que j'ai connu Pantaléon. Il m'a dit, je vends des bananes et des cigares à la Havane. Je suis le roi du tcha, tcha, tcha. Oh, oui, Je je te sais. prendrai quand tu voudras. Voilà, le Pantaléon. C'est pas dans, c'est vous qui avez écrit ça. Si, Mais si. on reconnaît pas votre plume là. Vous êtes capable de. Vous savez, j'ai été au conservatoire. Oui. Vous êtes capable de tout J'ai appris écrire. la musique. Ah oui, oui, oui.
Alors, j'ai appris la musique et j'ai toujours été curieux. Je n'ai jamais été un pianiste extraordinaire, mais je pianote quand même. Donc, non. Et puis, Edith n'était plus là. Hein, Oui. Alors, il y avait donc Annie Cordy qui remplaçait Edith Oui, Piaf. mais vous savez que c'est une belle artiste. Hein. Ouais. Non, mais je reconnais personne. Hein, Ouais. parce que je n'ai vu que des interprètes formidables. Luis Mariano. Ouais. On va en entendre, tiens, on va en entendre une autre voix. Celle-là, alors là, bien sûr, nous a quittés beaucoup trop tôt. Hein, vous lui faites chanter Gitane. Écoutez Dalida. Gitane, 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 devant le grand café aux tables ennuyées, tous s'est ensoleillé quand elle est arrivée là. L'accent, là, sur votre chanson, là, Charles. C'est Gitane. Ouais. Oui, mais j'ai connu Dalida avant qu'elle ne soit Dalida. Ah oui. Oui, là, ce disque-là, elle n'était pas encore Dalida. Oui, oui. Alors, elle était comment? Elle débutait, elle arrivait de son Égypte. C'était une jeune femme magnifique. Elle était belle de chez belle. Vraiment. Elle est arrivée et elle voulait être mannequin. Elle n'avait pas envie de... C'était pas prévu qu'elle devienne chanteuse. Et puis, bon, on s'est connus. J'ai dit pourquoi tu ne chanterais pas. Et puis elle a rencontré un chanteur qui lui a fait des... Bon. Et puis un jour, elle a fait, une audition à l'Olympia devant Bruno Cocatrix et un producteur. Elle était tellement belle. Ils en ont fait une star. Oui. Mais elle avait tout. Et le producteur est tombé fou d'elle. Elle avait tout pour elle. Et entouré de drames aussi quand même dans sa vie. Parce que ce fameux producteur finira par se suicider aussi. Parce qu'elle était trop vivante. C'était un virus. Un virus d'amour, un virus de talent. Mais elle savait ce que c'était que le besoin. Donc quand elle a eu la chance d'avoir du succès, elle a su vivre avec. C'était une merveilleuse personne. Ouais. Dalida, bravo, merci. Moi, elle m'a chanté 2-3 chansons, et puis après elle est devenue là. Mais j'en ai que d'un souvenir ébloui. Ouais. On entend une autre voix, vous l'avez cité, c'est Luis Mariano. Alors Luis Mariano, c'est le soleil. Ça, encore une chanson de vous, le Guerriero, hein, chantée par Luis Mariano, Charles. Alors ça, c'était bien après. C'était bien après, bien longtemps après Edith. Et Mariano, c'était surtout un chanteur de comédie musicale, hein, qui avait un succès extraordinaire. Et un jour, quand j'ai eu fait le Guerriero, avec un auteur qui le connaissait, il m'a pris un rendez-vous. Je suis allé chez lui, dans la banlieue parisienne. Et là, je suis tombé chez un monsieur adorable, gentil, bien élevé. Vous savez, souvent quand on fait une chanson, on la montre à des artistes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous dire « Oui, mais ça c'est bien, mais ça me plaît pas. » Et quand vous tombez sur 2 artistes qui d'ailleurs m'ont pris une chanson, je suis tombé sur Mariano, charmant, gentil, grand talent, et après sur Bourvil. Ouais. Bourvil, pareil. Je suis arrivé chez Bourvil, je m'attendais à le grand acteur, mais un ami. Joue-moi ton truc là. Bon. Oh, c'est bien, oh, ça m'amuse beaucoup, je vais faire des gens simples. Et Mariano, je suis sorti ébloui de chez Mariano. Oui, alors, Bourvil, vous lui faites chanter Notre amour en grève. Ah, ça, c'était déjà l'époque des grèves. Oui, mais ça, c'était Bourvil. Il a fait un disque très amusant. Très, très, très amusant. Et je lui ai montré le disque, il a beaucoup ri. Et il m'a dit, bon, je vais l'enregistrer.
Et il l'a enregistré tout de suite. Et il était au sommet de la gloire. Hein. Écoutez, tiens, on l'écoute quelques instants, Bourvil. Viens vite à l'usine, mettre en route la machine à faire le bonheur. Notre amour. C'était marrant, hein, c'était un cha-cha, c'était quoi? C'était un truc... Ah non, mais c'est... Vous savez, je voudrais qu'on retienne de cet entretien une chose extraordinaire, parce qu'on juge mal les artistes, souvent. Eh bien, je peux vous dire, moi j'ai travaillé vraiment avec des artistes, avec beaucoup d'artistes de grande qualité. D'ailleurs, tiens, on va entendre Juliette Gréco maintenant, vous lui avez écrit La propriétaire. Elle Oui. continuait, Charles. Par hasard, Ouais. il m'a aimé pour mes dollars. C'est pareil. Ouais. La petite frappe. Il croyait qu'il serait peinard. Que ce soit Et Juliette puisque je Gréco, l'ai dans mon plus que ce soit Barbara Streisand, que ce soit Annie Cordy, que ce soit Dalida, il a fait toutes la ces cour personnes m'ont chanté des chansons. sans un regard pour mes apparts. Quand je suis allé montrer une chanson Vache, à Gréco, tu m'as on me voulu dit, oh, tu sais, maintenant. elle est odieuse et tout ça. J'ai trouvé une femme charmante. Vous savez, les artistes, si on leur fait une mauvaise réputation, souvent ils sont fatigués. Ouais. Mais si on les voit à une période où ils ne sont pas épuisés, Pas marrant tous les jours. souvent ils ont Alors, une belle générosité. On avait dit que Juliette Gréco était jalouse d'Édith, qu'elle aurait voulu chanter Les Amants d'un jour et qu'Édith lui avait prise la chanson. C'est vrai ou pas, ça, Charles? Oui, c'est possible. Oui. Oui, Il ça y avait vient. aussi quand même de la concurrence. il me faut un homme Oui, mais je n'ai que de l'estime et de la considération pour tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé. grec, noir, breton, Parce que tous, ils ont leur caractère. Mais tous, qu'il est bonne présentation. ils aiment ce qu'ils font. Ouais. En entendre une autre voix immense, mondiale, Barbara Streisand. Vous avez fait chanter Barbara Streisand, Oui, mais Charles. attendez, on m'avait dit, oh, tu vas voir, Barbara Streisand a un caractère de chien, tu vas voir, c'est odieux. Moi, elle jouait à Broadway, Funny Girl. Elle était sur scène. Je suis rentré dans sa loge. Pendant un moment de pause, elle est venue me voir. Elle m'a dit, jouez-moi votre chanson. J'ai joué la chanson. Elle m'a dit, je ferai le disque. Au revoir, jeune homme. Elle est partie. Elle a fait le disque en français et en américain. Ouais. En anglais. Here, en américain. Le mur, en français. Oui, ça s'appelait en français, ça s'appelait Le Mur. Et en anglais, I've been here. Ouais. J'ai été ici, j'ai vécu ici. Ouais. Sarah, une voix comme ça, voilà, c'est Piaf, Barbara Streisand, c'est quand même des voix. Oui, mais c'est... Je vous dis, je n'ai pas trouvé d'artiste qui n'ait pas été intéressant. Ils avaient des caractères différents. Mais il y a chez les artistes, quand même, les artistes de variété, je ne connais pas les autres, hein, mais chez les artistes de la chanson, il y a une grande angoisse, une grande peur et un grand amour. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour chez Jacques Tati. Ça, c'est un disque magnifique. Vous faites la musique de ces deux derniers films, Jacques dont Tati. celui-ci, Trafic. Tati, qui était notre Chaplin français, enfin... Quel Ouais. être extraordinaire, quel monsieur extraordinaire, extraordinaire. Immense réalisateur de Mon oncle, Les vacances de Monsieur Hulot et Trafic, musique de Charles Dumont. J'ai fait les deux derniers films, j'ai fait Trafic et puis Parade. Ouais. Les deux derniers. Vraiment, ça aussi, ça a été un enrichissement. Donc, j'ai la chance, vous savez, de pouvoir dire, j'ai été béni des dieux. Bon, aujourd'hui, à mon âge, c'est Ouais. bien de pouvoir le dire, vous On voyez. peut le dire, vous avez quoi? Oh, 4 fois 20 ans. Trop. Trop. Que chacun tient sa conclusion. Je vous promets que je le dirai dans la prochaine. Allez, on va dire 49 ans à l'envers. Voilà, si vous voulez. C'est mieux Et comme ça. bon, mais je peux dire à mon âge, quelle chance j'ai eue de travailler avec des auteurs merveilleux, de travailler avec des interprètes formidables
et d'avoir eu un public qui a suivi ma carrière. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un grand patron, on dit. Alors, je lève les yeux vers lui et je dis « Merci, monsieur ». Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu, qu'on va entendre maintenant. Parmi tous ces artistes, tous ces chanteurs que vous avez fait chanter, c'est vous, Charles. C'est votre voix, ce sont vos disques. Ce sont vos albums qui vont vous faire rencontrer un public immense. Ça, c'est la faute de Piaf. Oui, mais qui vont vous faire rencontrer, par exemple, là on entend « Je chante l'air du temps ». On entend la voix de François Perrier qui vous accompagne, qui dit un texte, immense acteur. François Perrier qui est au sommet de sa gloire, méritée. Et moi, je viens de faire une chanson, une petite chanson. Je rentre en contact avec lui. Il me fait la générosité, la gentillesse de venir au studio, me donner la réplique. Mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. C'est l'or du temps. Regardez cet album, voilà. L'album de Charles. Il vient collaborer pour une chanson, mais c'est une perte de temps considérable pour lui. Il sait pas. C'est simplement parce qu'il aime bien le texte et qu'il a envie d'être gentil avec moi. Ouais, quoi. des chansons magnifiques dans tous vos albums. Charles, on va en entendre une autre. Tiens, par exemple, Ta cigarette après l'amour. C'était ça. Vous chantiez l'amour, la sensualité. Vous chantiez vraiment les choses de l'intime. Je vous dis, l'amour, aimer et l'amour, c'est pas forcément le sexe, mais le sexe, ce n'est quand même que l'aboutissement. Oui, mais non, mais attendez, la chanson, elle dit Ta cigarette après l'amour. C'était culotté de chanter ça. Parce que c'est la vérité. ça arrive quand même. Oui. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il y en a quand même qu'il faut dire parce que c'est des grands moments, quoi. Ouais, écoutez, la voix de Charles. La nuit retire ses marées, je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour. Charles Dumont, encore un disque, là, voilà, une femme, tant d'autres chansons. Tiens, toi, la femme mariée, alors ça, vous chantez l'adultère, Charles. Oui. Vous chantez Oui. vous chantez l'homme qui a rendez-vous avec la femme mariée. Cette chanson, elle a très bien marché, mais j'en suis pas fier. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un hommage. C'est un hommage à la trahison, à l'inceste. C'est un peu puéril ce que je vous dis là. Mais ça peut arriver, c'est la preuve que je le chante. On peut tomber amoureux d'une femme mariée. Ouais. Mais c'est pas bien de s'en vanter. C'est vrai. Tout peut se chanter. Écoutez la voix de Charles. Toi, la femme mariée. Toi, la femme mariée, Que j'aime et que je plais. que j'aime et qui me plaît. Malheureusement, ça arrive. Mais c'est malheur. C'est dommage, quoi. Je vous demanderai pas si c'était inspiré de votre vie. Hein. Non, Charles, Ah, non, on non, reste, non. Ah, non, on je- reste- vous inspirez de vous raconter la vie des autres. Hein. Je vous jure que c'est pas une vérité. Ça aurait pu être vrai. Oui. Ce pourrait être vrai, mais en tout cas, ce n'était pas du temps de cette chanson. Et cette chanson n'est pas une confession. Ouais. Tiens, là, voilà, ça c'était Lettre à une inconnue. Et au fond, Charles, vous vous adressez aux femmes, beaucoup quand même. Aux hommes, mais aux femmes, beaucoup. Écoutez, C'est quand même quelque chose... Franchement, j'ai toujours eu un meilleur contact avec les dames qu'avec les hommes. J'étais un homme, comment dirais-je, qui avait besoin. Je dis tout le temps une chose assez terrible d'ailleurs.
on est le fruit d'un homme et d'une femme. Moi, je suis l'enfant d'un homme. J'ai eu un père que j'honore encore tous les jours. Et j'ai eu une mère qui était un peu à côté. Attention, seulement un tout petit peu à côté par rapport au père. Et c'est peut-être ce besoin de compensation que j'ai eu toute ma vie, de l'amour des femmes. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, je suis un défenseur acharné des femmes. Parce que, pour moi, c'est elles qui font la vie. C'est elles qui donnent la vie. C'est pas les autres. Écoutez, cette musique, la musique, rien que la musique. Moi, là. je respecte les femmes plus que n'importe quoi. Ouais. Ou n'importe qui. Parce que ce qu'elles donnent, c'est la vie. Ouais. Il y a quelque chose que vous respectez par-dessus tout, Charles, c'est le public. Je me souviens de Bobino, c'était parmi les derniers spectacles. Et le public qui vous a ovationné, vous a dit merci. Merci pour toutes ces années. Merci pour toutes ces chansons, parce que les chansons, c'est des cadeaux. C'est des choses qui vont rester, qui resteront longtemps encore après. Écoutez, je ne sais pas si c'est des cadeaux, je ne sais pas si elles resteront longtemps, mais en tout cas, je les ai toujours écrites, pensées, réalisées avec le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait une chanson en disant « ça va me rapporter autant ». Il n'y a pas une seule chanson que j'ai écrite en disant « oh oui, ça c'est une chanson, ça va plaire ». Et ça me fait énormément plaisir quand vous me dites « c'est un cadeau ». Car en fait, c'est vrai. J'ai toujours fait des chansons comme on les donne, pas comme on les vend. Ouais. Merci Charles. Il y en a une qui va rester. Allez, moi je vous le dis, hein, on ne le verra pas, mais dans 100 ans, dans 200 ans, il y en aura encore qui la chanteront dans des bars, s'il y a encore des bars, si ça existe, des karaokés peut-être. Ils chanteront « Non, je ne regrette rien ». Et là, c'est avec vous, c'est votre voix, Charles, qui chante cette chanson immortelle. Merci. On a le sentiment d'être immortel, au fond, quand on merci, Edith. Par les chansons, on a le sentiment d'être immortel. Non. Vous savez, il faut s'appeler Mozart pour être immortel. Et je ne me prends pas pour Mozart. Oui, mais attention, la chanson populaire, c'est peu de choses, c'est 3 fois rien. Comme dit un certain chanteur. Mais qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait plus de chansons? Ça. La chanson, c'est la maîtresse. C'est pas l'épouse. Merci. Charles Dumont était avec nous aujourd'hui. Sacré Charles Dumont. Merci infiniment, Charles. Merci. Merci pour ces cadeaux. Merci. Écoutez, merci infiniment de m'avoir reçu parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai dit que mes vérités.